Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise du Nord. Lundi, le Premier ministre a annoncé une réforme de la SNCF par ordonnance, la fin du statut des cheminots. Et pourtant, depuis, les syndicats n'ont pas véritablement pris de position commune. Il n'y a pas de date de grève avancée. Ils attendent de voir. Ils repoussent au 15 mars toute décision à prendre. Ils attendent quoi? Est-ce que vous estimez qu'il y a quelque chose à attendre? Ah, très largement, oui. Mais je pense que c'est assez bien pensé de leur part parce qu'on ne peut pas dire vous contestez tout de suite sans regarder ce qui va se faire. Donc ça permettra d'éviter cette petite musique-là. Mais voyons ce qui se passe avec les annonces qui ont été faites par le Premier ministre. D'abord, il y a l'intention a priori, c'est-à-dire améliorer le service. Et puis il y a l'intention réelle, qui est d'ouvrir à la concurrence la SNCF. Pas parce que c'est une idée sortie du chapeau d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, non, pas du tout. Parce qu'ils appliquent avec plus de zèle qu'il n'en faut les directives de l'Union européenne et notamment les paquets ferroviaires qui doivent de toute façon, si on les respecte, aboutir à l'ouverture à la concurrence. Donc, voilà l'intention réelle. De ce point de vue-là, ils y sont pour rien dans un sens. C'est ça ce que vous... Qui ça, les cheminots? Non, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, ils ne font qu'appliquer... Ils appliquent avec beaucoup de zèle, effectivement, les directives européennes. Ils auraient pu bien évidemment, ne pas appliquer la demande de Bruxelles. C'est ce qui s'est produit en 95 où, après les mobilisations, la directive n'a pas été appliquée. Mais je veux vraiment qu'on nous entende bien sur le fond. On nous dit on va améliorer le service. Et on nous dit en même temps on va préparer l'ouverture à la concurrence. On utilise pour ça des arguments, je veux le dire, absolument fallacieux. D'abord la question de la dette, qui pèse sur la SNCF et qui serait un argument d'autorité pour améliorer la situation. Alors écoutons le Premier ministre qui effectivement donne comme point de départ de sa réforme la dette et le statut des cheminots, le coût de la SNCF. Écoutez. Parlons-en. Faire rouler un train en France coûte 30% plus cher qu'ailleurs. Ce surcoût, il est lié en partie au vieillissement des infrastructures, mais il est lié aussi à l'organisation même de la SNCF, à son fonctionnement, à ses méthodes, à son statut. Il dit que ça coûte effectivement beaucoup plus cher, 30% de plus qu'ailleurs, de faire rouler les trains français. Eh bien, je vais vous faire une annonce. Demain, si on applique ce qu'il propose, ça coûtera encore plus cher. Arrêtons-nous un instant là-dessus. D'abord, la question de la dette. La dette de la SNCF n'est pas le fait de la SNCF. C'est un héritage historique qui date d'avant 1938, quand c'était des compagnies privées qui étaient largement endettées. Cette dette a été aussi creusée parce qu'on a surinvesti dans les lignes à grande vitesse et non pas, par exemple, dans les trains régionaux. Je prendrai un exemple. Sur la ligne Tours-Bordeaux, vous avez la filiale de Vinci qui s'appelle l'ISEA, qui n'a voulu mettre que 2,4 milliards sur les 7 milliards qu'il fallait pour financer la ligne. Le reste a été mis par la puissance publique et la SNCF. Et figurez-vous que pendant les 44 prochaines années, c'est l'ISEA qui va à 100% bénéficier des péages. Total pour la SNCF, c'est 250 millions d'euros que ça coûte à la SNCF par an. Mais cette dette, ça veut dire qu'elle existe. Elle existe. Le constat est elle existe, mais je suis en train de vous dire qu'elle existe, mais elle a été créée notamment par les idéologues qui s'occupent maintenant à achever le processus vers la concurrence. Ensuite, le deuxième point, vous avez raison de le souligner, le statut des cheminots, qui n'a, il faut le dire, absolument aucune corrélation avec la dette. Figurez-vous que les cheminots cotisent davantage que la moyenne des Français, d'accord, et que leur statut a été aussi fait pour pouvoir attirer des personnes sur un métier qui est pénible et qui le reste parce qu'aujourd'hui ce sont des horaires déstructurés, des horaires décalés et aussi donc la pénibilité du management. Aux cheminots, vous estimez bien évidemment, attendez, quand Édouard Philippe nous parle du statut des cheminots comme d'une responsabilité. En réalité, qu'est-ce qu'il se passe? Il prépare méthodiquement l'ouverture à la concurrence. Et donc, la fin du statut, le fait de petit à petit mettre à terme ce statut, c'est juste pour permettre aux acteurs privés qui demain vont venir sur ce juteux marché, parce que c'est un juteux marché, eh bien de ne pas avoir à s'embarrasser d'un coût du travail, comme ils disent, trop élevé. Mais je veux insister sur ce point, le statut des cheminots. Je vais vous le dire ce qu'on ferait. Il y a beaucoup plus intelligent à faire, je vais vous le dire. Mais le statut des cheminots, il faut le dire, n'est absolument pas responsable de la situation. Vous voyez, les incidents récents qui ont été hyper médiatisés sont d'abord le fait de sous-investissement et de manque d'effectifs dans la SNCF. Hyper médiatisé, ça veut dire quoi? Par exemple, Montparnasse, Bretigny, je veux dire, quand on a dit, voilà, il y a des incidents... Mais il ne fallait pas le médiatiser? Bien sûr que si, c'est pas ce que je dis. On parlera des médias après, je sais que ça vous tient à cœur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'absolument fallacieux à faire porter sur le dos des cheminots la responsabilité de dysfonctionnement dont je pense d'avoir fait la démonstration. Et si on faisait quand même la manière dont le gouvernement s'y prend, j'ai vu M. Darmanin récemment sur un plateau télé nous expliquer que la SNCF coûte 340 € par an et par Français, y compris si on ne prend pas le train. Effectivement, c'est moins, en réalité, mais je souhaiterais qu'il y ait un volontaire qui puisse expliquer à Gérald Darmanin ce qu'est un service public, d'accord, et qui est financé par la collectivité pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et par ailleurs, je suis étonné du fait que M. Darmanin ne soit pas ému du fait que l'évasion fiscale, par exemple, qui devrait être son sujet, coûte par tête de pipe 1 600 € par an et par Français. Et là, bizarrement, on ne parle pas de privilèges. De la même manière, quand M. Castaner vient sur les plateaux télé pour dire
on doit en finir dans le cas de la SNCF avec les privilèges. J'observe que les mêmes nous refusent ce terme de privilège quand on parle de la fin de l'ISF, qui a permis donc par exemple... Donc 2 poids 2 mesures. Exactement. Il y a 2 poids 2 mesures et surtout, je veux le dire, ça ne va pas mieux fonctionner. Regardez, il y a des précédents. Vous prenez la situation par exemple au Royaume-Uni, à l'heure où nous nous parlons, vous savez sans doute que 2 Anglais sur 3 veulent revenir en arrière sur la privatisation et l'ouverture à la concurrence, pour la raison que vous le savez vous-même, ça a été fait dans d'autres secteurs, dans la télécom, dans l'énergie. Ce qui en résulte au Royaume-Uni, c'est plus 27% du prix. Et vous savez que c'est 14% du budget mensuel. Bon, les expériences sont diverses. Clairement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir non seulement une flambée des prix, et vous allez surtout, et on le voit déjà pointer, avoir des lignes qui vont disparaître parce que le privé, contrairement au public, et il faut le réexpliquer, la grande différence entre un service privé et un service public, le service public n'a pas besoin de faire de rentabilité, ce n'est pas sa vocation. Quand vous voyez que majoritairement l'opinion publique a l'air d'être du côté de la réforme, est-ce que ça ne vous décourage pas? Je ne suis pas d'accord avec vous, Apolline de Malherbe. Je ne pense pas que l'opinion soit favorable à ce que l'on s'attaque au statut des cheminots, à ce qu'on libéralise le rail. Je pense surtout que dans le cas précis du sondage que vous citez, cette question-là est assez orientée. On parle de privilèges. Imaginez un instant... On va s'arrêter précisément pour savoir de quoi on parle. Il y a 2 sondages qui ont été faits cette semaine sur la question du statut des cheminots. L'un qui a été fait effectivement par Odoxa et qui pose la question, je vous la cite telle quelle: le gouvernement souhaite mettre fin au statut de cheminot qui offre un emploi à vie, le départ à la retraite à 57 ans, la possibilité de voyager gratuitement, impose aussi des horaires contraignants ou des week-ends régulièrement travaillés. Êtes-vous pour ou contre la disparition de ce statut particulier? On vous liste toute une série d'avantages. Et voyez en plus ce qu'on fait, c'est que pour pouvoir avancer vers l'ouverture à la concurrence, on jette les Français les uns contre les autres on jette les cheminots en pâture. Sauf que, je vous demande juste un instant, attendez. Sur ce sondage-là, effectivement, il y a 72% des personnes qui, à cette question-là, répondent qui sont favorables à la disparition. Mais quand vous voyez le sondage Harris interactif qui a été... La question, pour le coup, est très simple. C'est SNCF, êtes-vous favorable à l'abandon du statut de cheminot? C'est 69%. Non mais Apolline de Malherbe, moi je reste intimement persuadé que si on explique clairement, comme on le fait ce midi avec vous, ce qui se passe à la SNCF et les intentions réelles du gouvernement, qui n'est pas d'améliorer le service, qui est d'aller vers la privatisation de l'ouverture à la concurrence, forcément, si vous mettez une question où on parle des privilèges prétendus, vous allez avoir des réponses de ce type-là. Je ne pense pas, dans ce pays, qu'une majorité de Français soit favorable à l'ouverture de la concurrence. Donc vous estimez que ces sondages sont biaisés? Attendez, je vais prendre un exemple qui va peut-être plus vous parler. Imaginez que moi, demain, je commande un sondage où je dis, ben voilà, les journalistes, aujourd'hui, ils ont par exemple les abattements fiscaux que vous connaissez. Est-ce que vous êtes pour la fin des avantages des journalistes? À votre avis, quelle va être la réponse? Donc vous estimez que la question est largement orientée, bien évidemment. Et tout ça sert simplement les basses besognes qui visent à suivre les directives européennes. Moi, je mets en alerte, ça va être plus de pagaille demain avec des lignes qui vont fermer. Puisque vous me posez la question de ce que nous ferions, eh bien moi, je vais vous le dire, je suis aussi tout à fait alerte sur le fait que pour faire l'Union européenne, on défasse la France. Parce qu'en réalité, c'est de ça dont il s'agit. À l'heure qu'il est, on a besoin du rail, on pourrait faire toute autre chose. Donc vous refuseriez par exemple, cette demande d'ouverture à la concurrence? Bien sûr, je veux un pôle public intégré de la SNCF et surtout, vous dire une chose, c'est qu'à l'heure qu'il est, depuis la privatisation en 2006, le fret a considérablement chuté en France au profit du routier. C'est-à-dire que les marchandises qui, après-guerre, étaient dans une proportion absolument majoritaire sur le rail, elles sont maintenant sur la route. Mais sur la question de la dette, Adrien Quatennens, vous en feriez quoi? Mais la dette peut être réglée s'il y a des investissements et que derrière on arrive à faire en sorte de créer du service qui soit attractif. Mais vous pensez qu'aujourd'hui il y aurait des entreprises qui ont envie d'investir dans la SNCF service public, telle qu'elle est vous savez, le pays est endetté. Je veux dire, une dette publique, c'est pas quelque chose de malsain. On ne parle pas d'une dette privée comme d'une dette publique. En tout cas, ça peut être largement relativisé et surtout, ce n'est pas un argument pour justifier ce qui est en train de se faire. Mais je veux insister. Savez-vous que par exemple, un train de 35 wagons, peut à lui seul porter le chargement de 55 camions de 32 tonnes. Par conséquent, nous, si nous étions aux manettes à cette heure, nous serions plutôt occupés de savoir comment on fait pour la planification écologique. Par exemple, pour faire en sorte que les camions qui traversent notre pays, de la Belgique à l'Espagne, passent sur des rails plutôt que sur des routes. Il y a bien plus intelligent à faire que l'ubérisation de la SNCF. J'ai vu que M. Macron avait dit qu'il voulait que la SNCF devienne un agrégat de la mobilité. Non. Moi, je pense que nous avons besoin, y compris parce qu'il y a l'urgence climatique, de planification écologique et donc d'un
outils centralisés. Votre contre Donc il y a une mobilisation maintenant, il y a une mobilisation, et je forme le vœu notamment que la mobilisation du 22 mars soit le coup d'envoi, vous y serez bien évidemment, et je forme le vœu que ça soit le coup d'envoi des mobilisations sociales contre ce gouvernement, y compris des grèves, qui ouvre 1000 fronts. Vous appelez à la sur grève, plein de vous sujets. aimeriez que les cheminots... C'est pas mon rôle d'appeler à la grève, mais en tout cas, nous, on sera au renfort, en tout cas, et on souhaite qu'il y ait un printemps social, bien sûr. Vous, tout à l'heure, sur les sondages, vous remettez en cause la façon dont la question a été posée. On a bien vu et on a regardé précisément la question. Jean-Luc Mélenchon, cette semaine, sur son blog, a parlé d'une haine juste et saine des médias et de ceux qui l'animent. Est-ce que vous le partagez ? Alors, déjà, premièrement, vous avez extirpé 3 mots d'une note de blog bien longue. Mais c'est des mots forts. Bien sûr, ce sont des mots forts, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres mots forts dans cette note de blog, et j'invite les téléspectateurs qui nous regardent à aller voir la note de blog dans son entier. De quoi parlons-nous ? D'abord, vous ne découvrez pas aujourd'hui qu'il y a une défiance du peuple français pour les médias, et pour une raison. Moi, je ne mets pas tous les médias dans le même sac, et d'ailleurs, si vous regardez la phrase exacte de Jean-Luc Mélenchon et ce qu'il suit, il appelle lui-même à cette vigilance. Néanmoins, on est obligé de voir qu'aujourd'hui, nous avons un problème avec, oui, le parti médiatique dans ce pays. C'est quoi le parti médiatique ? Eh bien, je vais vous le résumer. Il y a aujourd'hui dans ce pays, si vous prenez toute la presse écrite, la presse audiovisuelle, et que vous tirez le fil des organigrammes, vous le savez sans doute, vous tombez sur 9 personnes. 9 milliardaires, y compris des gens qui investissent dans la presse alors qu'elle perd de l'argent. Par conséquent, je m'interroge. Si le bénéfice n'est pas financier, pécunier, c'est bien qu'il y a sans aucun doute un bénéfice idéologique à en tirer. Et je veux alerter sur ce qu'il s'est produit et la raison qui a amené Jean-Luc Mélenchon à faire cette réaction. Et c'est ça a été notamment l'enquête qui a été faite par, bien évidemment, pour le coup, un média qui n'a pas d'actionnaire privé, oui, qui est en l'occurrence, non mais parce que voilà, qui est en l'occurrence Radio France. Oui. Donc Radio France qui est justement parmi les médias qui n'ont pas d'investisseurs privés, puisque c'est évidemment l'État qui finance Radio France. Radio France qui a pointé des incohérences dans les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Je veux le dire aussi, vous êtes une commentatrice, observatrice aguerrie de la vie politique. Cette polémique arrive dans un contexte qui est que la France insoumise fait une démonstration de sérieux, y compris à l'Assemblée, autour de sa niche parlementaire. Vous avez la sortie du film de Gilles Perret qui reparle de notre très belle campagne qui tombe, et il y a cette polémique. Insoumis. Moi, je veux prendre un instant. Donc vous pensez que c'est pas un hasard ? Moi, je pense qu'il y a une belle opération politique derrière. Attendez, il y a une concordance des temps qui est trop favorable. Mais est-ce que ça ne vous arrange pas aussi un peu, Adrien Quatennens, de pouvoir dire que cette enquête, sur le fond, voilà, vous commentez le timing, mais vous ne commentez pas le fond. Mais non, parce que si, je vais commenter le fond. Ce matin, ce qui se passe pour moi, et qui est désolant, c'est que sur à peine 1 heure de discussion, on va devoir parler de ça pendant un moment alors qu'il n'y a pas d'affaire. Je résume d'abord. Mais moi, je n'y suis pour rien. Bien sûr. Non, mais vous avez raison. Une réalité, Adrien Quatennens, c'est qu'il faut commenter ce qui s'est passé. Vous avez raison, il y a une réalité. L'utilisation du statut associatif ou auto-entrepreneur plutôt que des salariés. C'est quand même assez surprenant. Oui, parlons de la holding Mélenchon et de ses statuts ubérisés. Allons-y. Résumons les choses dans le bon ordre. D'abord, première chose, il faut redire à nos téléspectateurs ce matin, nos comptes de campagne sont validés. Ils ont été validés. Premier point. Deuxième point, vous avez eu l'incident qui a démarré de la démission de quelqu'un, M. De Chalvron, de la commission des comptes de campagne, parce que selon lui, il y avait des incohérences. Ce monsieur, non seulement est issu d'un cabinet ministériel socialiste, de quelqu'un qui a priori aura en plus un contentieux personnel à régler avec M. Mélenchon, et vous avez ensuite le fait que on regarde en détail nos comptes de campagne, ce qui est bien normal, mais nous avons été d'une transparence totale. Un compte de campagne, un compte de campagne fonctionne. Attendez, ça ne vous gêne pas ? J'y viens. Moi, rien ne me gêne et j'ai des réponses à toutes vos questions. Sur la question des comptes de campagne, d'abord, ils ont été validés, première chose, et deuxième chose, dire quand même que notre campagne, qui a duré 15 mois, d'accord, 15 mois, a coûté moins cher que celle d'Emmanuel Macron qui a duré 9 mois. Même moins cher que celle de M. Hamon qui a duré 3. 430 000 € qui ont été sortis du périmètre de campagne. 3% de notre budget à peu près. Et par ailleurs, il faut dire une chose, quand vous déclarez à la commission des comptes, vous savez, c'est une affaire de transparence. Nous, on déclare tout. Ici, on est sur un plateau télé. Vous savez peut-être que la moindre pince pour accrocher l'un de vos spots, c'est presque 150 €. Nous, on a fait une émission de 5 heures sur le chiffrage de notre programme. Il y avait un plateau à peu près comme celui-ci. Tout ça coûte très cher et il faut le déclarer. Mais le fait de le déclarer ne veut pas dire qu'on demande le remboursement pour tout. Ensuite, il y a la question du statut des travailleurs. En l'occurrence, le fait de ne pas avoir salarié les personnes qui ont travaillé pour la campagne, mais d'avoir eu recours à la sous-traitance via des associations ou le statut d'auto-entrepreneur. Voilà ce que répond Jean-Luc Mélenchon sur son blog. Oui, il a beaucoup facturé avec une association. Évidemment, ma campagne a démarré avant qu'on ait le droit d'ouvrir les comptes de campagne. Alors il dit, et pourquoi vous n'avez pas transféré après ? Parce qu'on avait autre chose à foutre qu'à écrire des contrats et des machins.
on avait autre chose à foutre qu'à écrire des contrats et des machins. Pour quelqu'un qui défend le droit du travail, c'est quand même assez cocasse. Ouais, mais c'est pareil, c'est une belle opération. Vous prenez sur un extrait de 40 minutes, le moment. Encore une fois, j'invite tout le monde à aller voir la vidéo dans son ensemble. Elle est d'une bonne tonalité. Elle est totalement disponible sur Internet, voilà. Donc les gens peuvent aller directement. Vous avez raison, Apolline de Malherbe, le statut d'auto-entrepreneur est un statut précaire que nous dénonçons. De la même manière, vous le d'ailleurs, dénoncez puis vous l'utilisez, c'est quand même étrange. Vous m'avez posé la question, laissez-moi vous y répondre. Tout à fait. Donc, nous le dénonçons, de la même manière d'ailleurs que nous souhaitons l'application réelle des 35 heures, voire même la diminution du temps de travail dans ce pays, et que je peux à peu près vous assurer que les gens qui ont travaillé dans cette campagne ne se sont pas appliqués les 35 heures à eux-mêmes. Oui, pour une raison assez simple, sur la question du statut par lequel nous avons employé les gens qui ont travaillé dans cette campagne, c'est que notre campagne, quand même, souvenez-vous-en, a été une campagne système D, commencée très tôt, avant l'ouverture des comptes de campagne, et avec, il faut le dire, une relative incertitude. Vous vous souvenez quand même de ce qui s'est produit. Non, mais attendez, sur la question des 500 signatures, vous vous souvenez par exemple que ça a été quand même très incertain. Donc les camarades qui ont travaillé dans cette campagne ont fait le choix pour eux-mêmes de ce statut parce qu'ils ne sont pas des professionnels du genre. Je prendrai par exemple le cas de mon ami Alexis Corbière, qui lui est professeur et qui a donc eu un détachement professionnel, qui a été rémunéré. J'ai vu d'ailleurs que Le Parisien avait fait une vive polémique sur le fait qu'il avait été rémunéré 3 000 €. D'accord. C'était une enquête, mais bizarrement creusée un peu du côté de M. Macron parce que cette polémique tombe aussi. Monsieur Griveaux, par exemple, qui était un excellent porte-parole d'Emmanuel Macron dans la campagne, lui a été rétribué 6 000 € par mois. D'accord. Et ça, bien évidemment, on en parle assez peu. De la même manière que les comptes de campagne de M. Macron ont été épinglés par un de vos confrères, Marianne, au même moment où tombe cette polémique. Encore peut-être une petite pièce s'il en fallait pour voir qu'il y a bien une polémique politique. Il y a un moment où le fait de toujours critiquer le timing ou celui qui pointe du doigt et parler du fond, c'est-à-dire sur le fond, il y a quand même une incohérence, vous pouvez le reconnaître. Mais je viens de vous l'expliquer. Attendez, je vous redis que dans notre programme, nous dénonçons ces statuts précaires, mais que dans le cadre précis de cette campagne qui n'a absolument rien à voir avec la réalité économique du pays, il y avait une incertitude telle que nous n'avions pas le choix. Alors un dernier mot avant de passer la parole à Henri Vernet sur Le Média, qui est donc la web télé qui a été créée par des proches de Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miller et Sophia Chikirou, qui était son ancienne directrice de la communication. Il y a une semaine, la directrice de la rédaction du Média, Aude Rossigneux, a été licenciée sans prévenir et sans indemnité. Elle dénonce le fait d'avoir travaillé, dit-elle, 5 mois et demi et de n'avoir été payée qu'1 mois avant d'être licenciée brutalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je pense que, alors première chose, d'abord, Le Média n'est pas le média de la France Insoumise. Oui, il y a dans la rédaction des gens qui sont proches de nous. Oui, le travail formidable que fait cette équipe est un travail sur le fond avec lequel nous partageons beaucoup de points d'accord. Pour autant, il n'y a pas de lien direct entre le mouvement politique auquel j'appartiens. Donc vous me demandez de commenter ce fait-là. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est l'avis d'une rédaction, comme vous pouvez l'avoir dans plein de journaux. On a vu récemment. C'est exactement ce que je vous dis, c'est que dans plein de journaux, c'est-à-dire au fond, le média n'est pas mieux ou moins pire que les autres. Sur le fond, je pense que la production qui est donnée est quand même de bonne qualité et un peu différente de la tonalité ambiante qu'on peut avoir dans la plupart des médias dominants. Les propos qui ont été tenus sur la Syrie, ça vous a troublé ? J'y viens à la Syrie, s'il vous plaît, mais cela dit, regardez, par exemple, si vous voulez qu'on parle d'une polémique avec Le Média, parlons de l'Obs, où vous avez une éviction aussi. Dans le journal l'Obs, voilà. On en a tout à fait parlé, simplement l'Obs. Avec les barbelés d'Emmanuel Macron par rapport à la loi Asile. Simplement, l'Obs n'est pas dirigé par l'ancien directeur de campagne. En l'occurrence, là, c'est l'ancienne directrice de campagne. C'est l'avis d'une rédaction, voilà, avec ses aléas. Et moi, je n'ai pas commenté plus avant. Et un mot sur effectivement la ligne éditoriale qui a fait que Noël Mamère et 2 autres journalistes ont quitté la rédaction, que des soutiens du média ont décidé de prendre leur distance, notamment à propos des propos tenus par le nouveau correspondant au Liban, qui refuse de montrer des images des massacres de civils au Ghouta, en disant qu'on ne peut pas vérifier, dit-il, alors qu'il y a un certain nombre de médias qui disent pouvoir vérifier. Et il dit « C'est une excellente opportunité pour les Occidentaux pour renouer avec la rhétorique du dictateur sanguinaire ». Ça vous l'a pas troublé ? Alors bon, moi premièrement, je n'ai pas vu le reportage. Je vais le commenter sur la base de. Je vais le commenter sur la base de ce que vous expliquez. J'ai compris du coup qu'on ne voulait pas montrer des images du massacre terrible qu'il y a là-bas. Mais si vous voulez, dans cette affaire, il faut dire une chose et la répéter. C'est que la première victime de la guerre, bien évidemment, souvent, c'est aussi la vérité. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que du point de vue médiatique, il y a parfois un traitement qui est différent, selon qu'on parle d'un côté des bombardements de la Grande Coalition, qu'on fait aussi des victimes civiles, il faut le dire, ou du massacre terrible
que Bachar el-Assad Mais du coup, il y a une contre forme son de peuple. relativisme. Non, il n'y a pas de on veut pas relativisme. dire, Si vous voulez, Apolline de Malherbe, nous, notre intérêt, en tant que... c'est la France qui parle, notre intérêt, nous, c'est la paix. Il n'y a pas d'un côté des bombardements propres et des bombardements sales. Il n'y a pas d'un côté les bombardements des gentilles démocraties, qui seraient correctes, et d'autre côté les bombardements des méchantes dictatures, qui seraient détestables. Notre intérêt, c'est la paix, et de faire taire les armes en toutes circonstances. Voilà. Bonjour Henri. Bonjour Apolline, bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Je voudrais qu'on parle de pouvoir d'achat et pour cela je vous propose de regarder, c'était cette semaine, un échange entre le président Emmanuel Macron et un retraité qui l'interpelle. Très bien. Je sais que je demande un effort aux plus âgés, je sais que parfois il y en a qui râlent, ça ne rend pas forcément populaire mais je l'assume. Alors, il assume, il dit finalement, ben voilà, la maison, il le dira plus tard, d'ailleurs, la maison est en construction, c'est plus tard que viendront les avantages, mais le fait qu'il l'assume, est-ce que ça ne vous prive pas d'un angle d'attaque, d'un angle de critique sur le pouvoir d'achat? Non, pas du tout. Le fait qu'il l'assume ne nous prive pas de critique de la même manière que le fait qu'il mette toujours, vous savez, la fameuse phrase « et en même temps » entre deux contradictions ne veut pas dire qu'il résout la contradiction pour autant. Mais puisqu'il utilise la métaphore de la maison, vous savez, qu'on est en train de reconstruire... C'est ça, il dit ça prendra du temps, ça sent la peinture. En 2020, en gros. Moi, le souci que j'ai, si je filais sa métaphore, c'est qu'Emmanuel Macron, il est en train d'abattre les murs porteurs de la maison. C'est bien ça le problème pour moi. C'est qu'on est en train de défaire la France. Si vous voulez, si vous prenez la signature politique de ce gouvernement depuis les moins d'un an là qu'ils sont au pouvoir, ce qui explique d'ailleurs pourquoi à cette heure Emmanuel Macron est le président le moins populaire de toute la Ve République à échelle constante. Oui, enfin, ça va arriver. Alors les sondages dans un coin, ça vous va, les dans sondages, un autre coup, c'est moins bien. Mais je vous retourne le compliment. Visiblement, les sondages, selon comment ils s'appliquent, vous conviennent pas non plus. Clairement, sur la question du pouvoir d'achat, moi je l'ai déjà dit et je le répète, nous sommes en présence d'une fake news de la part d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat. D'ailleurs, puisqu'on parle de sondage, allons-y, il y a eu un sondage de BVA qui indique que pour, je crois, 64-66% des Français, ils estiment que dans l'année qui vient de s'écouler, ils ont perdu du pouvoir d'achat. Mais on est bien d'accord, mais c'est le sens de ma question. Je vous dis, des classes populaires, c'est 84%. Okay. Mais oui, mais le fait qu'il l'assume ne m'empêche pas de le critiquer, si vous voulez. Il y a un choix clair de la part de ce gouvernement qui a reversé 9 milliards d'euros aux plus riches de ce pays, sans contrepartie aucune. Ce qui fait que par ailleurs, il n'y a pas de corrélation directe avec l'économie réelle. C'est un problème. Et par ailleurs, il y a aussi cette habileté, vous savez, avec la hausse de la CSG et les décalages dans le temps par rapport aux compensations, qui font que de toute façon, il n'y a pas de hausse de pouvoir d'achat. Les retraités s'en prennent plein la figure. Et il n'y a pas par ailleurs que les retraités de plus de 1 200 euros. Ce n'est pas vrai. Selon la situation individuelle, ça peut varier. Et puis, je veux profiter de l'occasion d'être sur ce plateau pour faire une petite leçon de pédagogie, si vous me permettez, et sans arrogance aucune. Quand le gouvernement nous dit la baisse des cotisations, vous savez ce qui fait la différence entre votre salaire brut et votre salaire net. Justement fait que les salariés du privé, contrairement à ce que vous venez de dire, eux voient une augmentation bien réelle sur la feuille de paie. Pas tous les salariés, je le concède. C'est précis ce que vous racontez. Vous dites une augmentation sur la feuille de paie, eh bien vous avez raison. Et cette augmentation sur la feuille de paie ne veut pas dire hausse du pouvoir d'achat. Je m'explique. Les cotisations sociales que vous payez sur votre fiche de paie, c'est votre salaire. C'est votre salaire. C'est un salaire différé, un salaire socialisé que vous récupérez autre part. Par conséquent, ce que vous ne payez plus et les petites miettes que ce gouvernement va vous donner sur votre fiche de paye, qui sont a priori en plus complètement ridicules, eh bien vous allez le payer après, en reste à charge, dans la santé, dans les services publics que vous n'aurez plus. Donc ce gouvernement est passé maître dans l'art de vous prendre un peu d'une poche pour vous donner dans l'autre et vous dire que c'est une augmentation du pouvoir d'achat. Alors, sauf qu'en matière de reste à charge, par exemple, il est bien prévu que celui-ci disparaisse sur des soins comme les soins dentaires, les prothèses dentaires, tout ce qui est lunettes, etc. Prothèses auditives. Donc là, le reste à charge, ça contredit ce que vous venez d'affirmer. Non, ça ne contredit pas parce qu'il y a aussi d'autres pirouettes. Vous savez, par exemple, qu'il y a la question des frais des mutuelles. Aujourd'hui, dans ce pays, enfin quand même, on a un système de soins qui nous est envié à peu près partout dans le monde. D'accord, notamment via la sécurité sociale, laquelle vient de se voir appliquer une cure d'austérité sans précédent de 4,5 milliards. Quiconque a fait l'expérience pour soi ou pour ses proches du service de santé et de l'hôpital en ce moment voit bien que c'est pas digne de la 5e puissance économique que nous sommes. Et par ailleurs, aujourd'hui quand même... Ça nous est de moins en moins envie. Fait important, bien évidemment, parce qu'il y a depuis 30 ans libéralisation et privatisation et les conséquences que l'on voit dans l'hôpital public, mais surtout, ce qui est pour moi vraiment le fléau auquel il faut s'attaquer, c'est qu'on a maintenant près d'un Français sur deux. On était un Français sur 3, on va vers un Français sur 2 qui renonce aux soins pour des raisons monétaires. Donc moi, je mets en garde. Alors que proposez-vous concrètement sur le pouvoir d'achat? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que par exemple, vous rétabliriez, vous, si vous étiez aux manettes, comme je le disais il y a quelques minutes, les cotisations salariales? Est-ce que vous rétabliriez par exemple, autre élément du pouvoir d'achat, la taxe d'habitation, la suppression actuelle pour 80% des ménages? Qu'est-ce que vous feriez concrètement? Eh bien, vous avez raison de me poser la question. De la même manière que tout à l'heure, j'ai répondu sur ce que nous ferions sur la SNCF. Voilà sur le pouvoir d'achat ce que nous ferions. D'abord, dire que nous proposons
proposons avec la France Insoumise une grande refondation, j'ai envie de dire, plus que réforme fiscale. Avec le fait de passer des 5 tranches que nous avons aujourd'hui, c'est un peu technique, mais ça veut dire que tout l'effort est concentré notamment sur les classes moyennes qui payent beaucoup en proportion de leurs revenus par rapport à ceux qui ont les revenus les plus hauts. Nous voudrions passer à 14 tranches d'impôts, comme ça se faisait par le passé. C'est à peu près le salaire moyen dans ce pays, autour de 1500, 2000 euros. Bon voilà. Mais en tout cas, ce qui est clair pour nous, c'est qu'avec ce système à 14 tranches d'impôts... Qui commencerait plus tôt alors oui, ça veut dire que tout le monde paye. Tout le monde paye l'impôt. Aujourd'hui, pour le coup, il n'y a que la moitié. Voilà. Avec notre système fiscal, ça tout le monde commencerait plus tôt, mais progressivement. Oui, et la conséquence de ça, et d'ailleurs, il y a un simulateur fiscal sur le site de la France Insoumise. Vous voyez, on pense à tout en termes de propositions. Vous pouvez simuler votre impôt et vous découvrirez qu'avec ce système fiscal, ce n'est pas confiscatoire ou un abattage fiscal, puisque toutes les personnes qui gagnent moins de 4 000 euros par mois verraient leur imposition baisser par rapport à aujourd'hui. Donc vous voyez, si vous voulez, on a des propositions. Après, en matière de pouvoir d'achat... C'est-à-dire que vous misez assez classiquement sur la redistribution, vous revenez à une politique mais bien évidemment que c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on parlera peut-être d'emploi tout à l'heure avec votre collègue. Aujourd'hui, on a d'abord et avant tout une pénurie d'activités. Il faut mettre du carburant dans la machine et pas n'importe lequel. Parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, on a la question climatique qui pointe et que nous devons pouvoir être aux avant-postes d'autres choses à faire. Mais je pourrais continuer longtemps sur le pouvoir d'achat. Vous voyez, par exemple, on propose sur les salaires qui est une limite à l'accumulation avec le fait de plafonner l'écart des salaires de 1 à 20, alors qu'aujourd'hui, il est en moyenne de 1 à 300. Alors écoutez, justement, il se trouve qu'un de vos collègues, Fabien Di Filippo, il est républicain, mais lui, il propose de décréter, en quelque sorte, les salaires des plus hauts fonctionnaires. Il y en a 600 qui seraient concernés. Il propose que personne en France ne dépasse le salaire du président, c'est-à-dire 150 000 euros net annuels. Est-ce que vous voterez cette proposition de votre collègue, donc républicain, Di Filippo? Il faut que j'y regarde de plus près. Je vous avoue que là, au débeauté comme ça, je ne serais pas à vous répondre, mais tout ce qui va dans une logique de limitation de l'accumulation, mais pas que. Vous savez, moi, quand je vous dis les salaires de 1 à 20, c'est pas pour confisquer ou jeter l'opprobre sur quelqu'un. D'ailleurs, quand on précise 1 à 20, alors qu'aujourd'hui c'est 1 à 300 dans les grandes entreprises, à ne pas confondre d'ailleurs avec les petites PME que nous voulons plutôt favoriser dans notre programme, 1 à 300 passer de 1 à 20, ça veut dire que dans une grosse société qui aurait beaucoup de moyens, vous savez que la France est championne d'Europe des dividendes versus actionnaires, on a le pays d'Europe où il y a le plus de millionnaires. Eh bien, quelqu'un qui serait à la tête d'une entreprise et qui a sans doute des raisons d'être mieux payé que la moyenne des gens de son entreprise. Je ne demande pas que tout le monde soit au même niveau. Je demande qu'on réduise les écarts qui aujourd'hui ne peuvent pas faire société. Eh bien, il pourrait maintenir son niveau de salaire. Simplement en respectant la législation d'un écart de 1 à 20. Du coup, il ferait remonter ceux du bas, c'est ça ce que vous avez compris. Et il y a un effet vertueux sur l'économie. Vous relancez la consommation populaire. Les gens consomment des choses meilleures, de meilleure qualité. On parle en ce moment de l'agriculture et de ce qu'on mange et de comment c'est produit et de combien ça coûte. Vous voyez, nous avons des propositions raisonnables à faire face à la pagaille que l'on voit poindre. Emmanuel Macron poursuit plus durement que ses prédécesseurs la logique libérale. C'est une impasse, nous sommes une alternative. Peut-être une dernière question sur un autre dossier, est-ce que vous avez des propositions? C'est la loi asile et immigration. Vous êtes dans votre région, les migrants, c'est un dossier qui est très présent. Mais là encore, sur cette loi, on voit que finalement, elle est taxée de laxisme par la droite et de trop ferme, de trop de dureté par les oppositions de gauche. Mais est-ce que c'est pas le signe que finalement, elle tape assez juste? Vous, que proposez-vous là encore? Alors, deux choses du coup, la loi et notre proposition. D'abord, vous noterez que cette loi est assez en contradiction avec la tonalité de la campagne d'Emmanuel Macron sur ces sujets. C'est-à-dire qu'il était plus sur l'accueil, sur l'ouverture. Emmanuel Macron dit beaucoup qu'il fait ce qu'il dit. Le candidat était plus généreux que ne l'est le président. Je pense que quiconque réécoute un peu ses discours sur la question, et notamment ce qu'il disait de l'immigration en Allemagne, c'est assez net. Aujourd'hui, vous en pensez quoi? Clairement, là, on a une loi où on dit que, encore une fois, on fait de l'humanité et en même temps de la fermeté. Moi, je considère qu'on fait d'abord et avant tout beaucoup de fermeté et que ce n'est pas à la hauteur. Notamment parce que vous avez la rétention, qui est le temps de rétention qui est doublé, qui fait qu'on n'est même plus dans de la rétention, mais carrément dans de la détention. Donc on a une criminalisation de l'asile. Puis moi, je veux quand même dire une chose, c'est que dans le débat sur le droit d'asile, sur l'immigration, on ne parle pas assez, voire même jamais, des causes et de comment nous traitons les causes. Adrien Quatennens, votre proposition? Alors, d'abord, nous avons un devoir d'humanité. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes qui se présentent à nos portes peuvent être accueillis dignement. Et il faut répéter leur nombre, qu'elles viennent d'un pays en guerre, en situation d'urgence ou pas. Si vous savez, vous, trier entre les différentes misères, je vous laisse le soin de le faire. Moi, j'ai du mal à le faire, clairement. C'est un problème. Il y a des gens qui fuient la guerre,
il y a des gens qui fuient la famine à cause d'accords commerciaux inégaux dont nous sommes aussi responsables. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut la politique d'accueil. La France est un des pays d'Europe qui accueille le moins. Il n'y a pas de vague, ce n'est pas vrai. Vous prenez les chiffres de l'OFPRA, c'est 45 000 déboutés du droit d'asile, il n'y a pas cette vague. Donc premièrement, devoir d'humanité. Deuxième chose, traiter les causes. C'est pas nous qui avons demandé que ces gens arrivent chez nous. C'est pas nous qui les avons appelés. Investir dans les pays d'origine. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte d'en finir avec les accords commerciaux inégaux. Première chose. Ça veut dire ensuite, parce que sinon on ruine les capacités de développement de ces pays. Ça veut dire également que dans les questions de la guerre, la France doit retrouver une parole indépendante. Aujourd'hui, elle est trop alignée. Et l'indépendantisme sur les fronts géopolitiques, ça ne veut pas dire l'isolement. Ça veut dire que nous devons servir nos intérêts et ne pas aller dans des logiques bellicistes, notamment. C'est pour ça que nous appelons la sortie de l'OTAN. Donc il y a deux choses. C'est-à-dire que quand on est allé en Irak ou en Syrie, on voit le résultat, ou la Libye, allons-y, on pourra en parler. Pas le faire. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est deux choses. Devoir d'humanité et traiter les causes. Merci beaucoup Adrien Quatennens, merci Henri Vernet. Dans un instant, Edwige Chevrillon, on parlera notamment d'entreprise. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. On va parler de formation d'assurance chômage, puisque demain, Muriel Pénicaud présente un peu ce qu'elle décrit comme son Big Bang de la formation. Juste une question avant, parce que je vous écoute depuis le début de cette émission. Donc tout est très négatif dans ce que fait le gouvernement. En même temps, comment vous expliquez que les indicateurs sont au vert, la croissance est plus de 2% en 2017, le chômage recule. Il y a quand même des indicateurs positifs. Le moral des ménages est très élevé, celui des investisseurs aussi, le regard de la France aussi. Ils sont fous, ils ont des mauvaises lunettes ou qu'est-ce qui se passe? Ça contribue à votre bonne humeur, alors allons-y. Tout va bien, les indicateurs sont au vert et nous avons tous le sourire et le soleil va revenir. Non, clairement, soyons sérieux. D'abord, je pense que... Non, mais ça, c'est les chiffres, hein, c'est pas... Oui, c'est les chiffres, bien sûr. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi, on peut parler des nombreuses suppressions de postes, d'entreprises qui ont bénéficié du CICE, chacun ses chiffres après, vous le savez. Bon, clairement, moi je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas responsable de l'augmentation de la croissance. Et par ailleurs, moi j'interroge le fondement même de la croissance. La croissance à tout prix, ce n'est plus, à mon avis, compte tenu notamment de la limite environnementale, eh bien la trajectoire à suivre à tout prix. Ensuite, sur la question du chômage, moi effectivement, je me réjouis chaque fois que le chômage diminue. Donc là, vous pourriez vous réjouir un petit peu. Ça vous ferait plaisir? Moi, Allez, un non, petit peu alors, mais vraiment pas beaucoup, pour une raison assez simple. C'est que dans les chiffres du chômage, vous savez comme moi que les statistiques, on leur fait dire à peu près ce qu'on veut. Quelqu'un qui est en formation, pour une durée tout à fait courte, peut disparaître des statistiques du chômage. De la même manière, aujourd'hui, même si le chômage a un peu baissé, c'est au prix du développement monstre de l'emploi précaire dans ce pays. À l'heure où on se parle, 86% des embauches sont réalisées en contrat court, en CDD. 92% sont des contrats de moins de 6 mois. 90% en CDI. Hein, est-ce que clairement, est-ce que c'est une amélioration que de remplacer le chômage de masse par l'emploi précaire? Je ne le crois pas. Et je pense qu'en relançant l'activité sur d'autres bases, notamment des bases écologiques, je l'ai expliqué depuis tout à l'heure, on pourrait relancer réellement l'activité et nous en avons besoin. Nous sommes en situation de pénurie sur la question de l'emploi. Mais absolument, justement. Alors c'est pour ça, question de pénurie, c'est pour ça que le gouvernement, et notamment Muriel Pénicaud, veut un peu tout changer sur la formation, sur l'apprentissage, pour qu'il y ait plus de jeunes qui suivent cette filière. Est-ce que là, vous dites qu'il y a des choses intéressantes quand même, ou là encore, vous êtes extrêmement critique sur la réforme de l'apprentissage? Dans la manière de tourner vos questions, je vois que vous tenez absolument à que je puisse donner des notes positives. Vous savez, je ne suis pas... Non, parce qu'on n'est pas dans l'opposition stérile. Vous êtes un jeune député. Je ne représente pas une opposition principielle. Pour tout vous dire, d'ailleurs, la France Insoumise à l'Assemblée nationale est moins sectaire que le groupe majoritaire. Il nous arrive de voter avec la majorité quand nous sommes d'accord ponctuellement, alors que eux, tout ce qui vient des bancs de la France Insoumise, puisque c'est la France Insoumise, ils ne le votent pas. Même quand nous défendons leurs amendements, si c'est nous qui le défendons, il arrive de voter contre. Oui, c'est arrivé. Sur la formation, c'est Big Bang. Sur la formation, moi je suis bien placé pour vous répondre. Vous avez dit que j'étais dans la commission des affaires sociales, mais plus que ça, parce que je fais partie de ces élus qui travaillent beaucoup sur ce sujet. Je me suis investi au point de faire partie du groupe qui travaille sur la question de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et je vous ferai remarquer que la plupart des acteurs que nous avons auditionnés nous disent, bien évidemment qu'il y a sans doute des améliorations à faire dans effectivement les méandres de la formation aujourd'hui en France, parce qu'entre la formation initiale et continue, il y a quand même beaucoup d'offres de formation, beaucoup de mécanismes différents. Il y a sans doute, oui, je vous l'accorde, des améliorations à faire, et je regarderai de très près ce que fera le gouvernement sur ce point. Par contre, j'alerte, il ne faut pas que ce soit l'employabilité à tout prix, dans un contexte de raréfaction de l'emploi stable et donc de l'emploi précaire, où on aurait finalement une formation d'employés Kleenex comme ça qu'on jetterait, etc. Mais tous les acteurs que j'ai pu rencontrer sur le sujet nous disent mais la formation très bien. Prenons une nouvelle fois le pli de la formation. Mais derrière
si vous n'avez pas de création d'emplois réels, vous aurez beau former qui vous voulez, il y aura quand même un souci. Regardons les chiffres de 2017 sur les emplois et la fameuse rengaine des emplois non pourvus. Vous savez, aujourd'hui, en 2017, si je ne me trompe pas, c'était 200 000 emplois non pourvus pour plus de 6 millions de chômeurs. Si on fait un calcul rapide, ça veut dire que vous avez un emploi non pourvu pour 30 chômeurs. Vous aurez beau former les 30 parfaitement, si à la clé, il n'y a qu'un emploi, vous aurez de toute façon un problème. Mais en même temps, vous savez mieux que moi, c'est qu'avec toutes ces transformations écologiques, numériques, digitales, on voit bien que les métiers vont changer. Vous avez raison. Il faut de la formation. Vous avez raison, mais pas que. Il ne faut pas que la formation. Il faut aussi, du coup, s'il y a un bond technologique. Attendez, c'est précis et c'est intéressant ce que vous dites. S'il y a ce bond technologique qui fait qu'aujourd'hui, on peut produire plus qu'avant. Compte tenu de ce bond technologique que vous venez de bien décrire, un salarié aujourd'hui produit jusqu'à 5 fois plus qu'en 1980. Une question, il nous reste Par conséquent, la diminution du temps de travail est une trajectoire sur la gouvernance, que ce soit de la formation, que ce soit de l'assurance chômage. Est-ce que petit à petit, le gouvernement veut reprendre la main? C'est ce que redoute Laurent Berger de la CFDT. Et quelque part, c'est une remise en cause du paritarisme. Et est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous trouvez que c'est dangereux ou qu'au contraire, il faut faire évoluer la gouvernance pour plus d'État? Moi, je pense qu'il faut que l'État reste effectivement planificateur et ne pas avoir peur de ce mot. Vous savez, on dit planification, mais toutes les entreprises font de la planification. Le benchmarking, qu'est-ce que c'est sinon de la planification? Et moi, je pense qu'effectivement, c'est au niveau étatique que doivent se décider quelle doit être la bonne formation, quels doivent être les secteurs dans lesquels on investit. Et aujourd'hui, on voit que, y compris sur la question des CFA, on est en train de passer, donc les centres de formation d'apprentissage, on est en train de passer de CFA qui sont décidés par les régions. Maintenant, ça va être par les branches professionnelles. On fait en sorte que les apprentis puissent travailler jusqu'à 40 heures par semaine. 40 heures par semaine. Moi, je mets en garde. Vous savez, je peux en parler, je suis un produit de l'apprentissage. J'ai fait un BTS en apprentissage. Et je mets en garde aussi sur un point, c'est que les entreprises ne s'investissent pas tous de la même manière dans le parcours de l'étudiant. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui suivait particulièrement les apprentis. Je peux vous dire que le bulletin scolaire était suivi de très près et avec intérêt. Dans ma promotion, j'ai vu des apprentis, clairement, qui servaient de main-d'œuvre à bas coût et qui n'étaient pas suivis de la même manière. Donc, je mets en garde l'apprentissage peut être un levier, mais ça ne résoudra pas tous nos problèmes. Et sur la question de la création de l'emploi, c'est relance de l'activité, partage du temps de travail, c'est plus efficace que le CICE, on en voit les résultats. Merci beaucoup Adrien Quatennens, merci Edwige Chevrillon, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise du Nord. Merci. Merci à vous.